Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc nous allons vous présenter la dernière table ronde de Paris sur un enjeu ô combien important, l'IA, l'intelligence artificielle générative de contenu notamment, et ses impacts pour les métiers de la création. Et donc, je vais vous laisser vous présenter pour cette dernière table ronde. Peut-être, Denis, tu peux commencer par dire quelques mots. Alors, je suis un auteur de bande dessinée, peut-être le premier qui a basculé dans le numérique dans les années 2000, en intégrale, donc plutôt pro-technologie et plutôt pro-flippé par l'IA aujourd'hui. Très bien, c'est un bon mélange. Alors, ensuite, Moi, je suis Charles-David Weinberg, je suis compositeur, membre du conseil d'administration du SMC, du syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine, et je suis aussi directeur d'études en IA dans l'enseignement supérieur, donc c'est les deux sujets qu'on va essayer de traiter ce soir. et donc plutôt pro. Non, comme tous les gens qui connaissent techniquement, plutôt très méfiants sur les usages qui en sont faits aujourd'hui. On en discutera. Mhm. Et donc, Et du coup, Saki, autrice de webtoon, autant scénario qu'illustration, et aussi coprésidente d'une association qui parle du webtoon au quotidien. Voilà. Et donc, moi, je m'appelle Stéphanie Lecam, je suis directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels, spécialiste de droit d'auteur et donc plutôt, on va dire, inquiète des problématiques de l'intelligence artificielle par rapport justement à ce droit d'auteur. Alors, je sais pas, on commence par quoi en fait? Par dresser un portrait un peu morbide de ces impacts ou alors on essaye de se dire que potentiellement il y a quelque chose à... Saki, tu veux commencer? Alors, pour le webtoon, dans le webtoon, l'IA est présentée avant tout comme un outil qui est dangereux, qu'on soit d'accord, puisqu'il n'est pas du tout encore maîtrisé. C'est surtout des auteurs et des illustrateurs qui vont poster sur les réseaux sociaux, donc ils ont peur de se faire voler leur contenu, et aussi d'avoir une concurrence déloyale, dans le sens où certaines entreprises sont naissantes, et veulent proposer des CDI à des illustrateurs pour en fait alimenter leurs propres IA et faire des webtoons 100% par des IA. Voilà, par exemple. Oui, alors on va préciser que le webtoon, c'est la bande dessinée en ligne. Ah oui, le webtoon, pardon, oui, c'est de la bande dessinée en ligne qui se lit de manière verticale en scroll. Pardon, j'ai oublié de le préciser. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un contenu qui est très facilement volable, on peut dire ça comme ça? Enfin, en tout cas, oui, on peut s'approprier Oui. rapidement et technologiquement de façon très instantanée. Et c'est un milieu qui est déjà en forte difficulté. Donc, se retrouver en forte difficulté parce qu'on doit produire très rapidement. Il y a un rythme qui est assez effréné, donc qui va dépendre bien sûr des contrats, mais à l'origine, c'était un chapitre par semaine qui était demandé. Donc, si maintenant on est aussi en mise en concurrence avec des intelligences artificielles, ça va être compliqué de tenir le coup en fait. Surtout qu'on nous dit déjà qu'au Japon, certains éditeurs de premier plan dans le manga ont des IA capables de produire des pages qu'ils ont entraînées d'après ce qu'ils possèdent. Donc on voit que c'est une technologie qui est déjà là. On n'est pas en train de parler de SF. Voilà. Donc, en réalité, le problème n'est pas que l'intelligence artificielle soit un outil, c'est que ça devient un modèle auquel les auteurs et les autrices humains sont comparés. Oui. Et là, ça devient problématique puisque c'est un modèle industriel qui est très différent de nos modes de production. Et c'est face à ça qu'on est, face à des vitesses qui nous sont demandées, qui sont plus des vitesses de création, mais pour faire des œuvres, mais des vitesses pour faire des produits. Et ça, c'est un autre modèle que le nôtre. Et il me semble que la Nuit des auteurs essaie de montrer qu'il y a besoin d'un modèle spécifique aux artistes-auteurs. Bah, disons que si on fait un peu un portrait, je dirais, de la profession actuellement, elle est confrontée à deux problématiques assez importantes. C'est d'un côté, je dirais, alors pas la enfin, il y a un des phénomènes, nous, en tout cas dans le livre, de surproduction ou en tout cas de temps enfin, le temps qui est laissé aux auteurs pour rencontrer son public qui est largement restreint et de plus en plus court, avec évidemment une très forte concurrence. Et puis à côté de ça, une grande précarité, en tout cas une précarité sans précédent qui a été pointée par plusieurs rapports. Au fond, est-ce que finalement l'intelligence artificielle, elle vient pas accélérer ces deux mouvements, la surproduction d'un côté et puis ensuite cette précarisation encore plus enfin, accentuée, quoi. Alors récemment, la ministre de la Culture a eu un beau mot, toutefois. Elle a parlé de noyade. Elle avait peur que les productions de l'IA, par leur volume et leur vitesse, aient un effet de noyade, de noyage, je ne sais pas comment on dit, enfin noie la vitesse de production des auteurs. Et je crois que c'est ça qui menace,
c'est simplement qu'on soit invisibilisé que la créativité des auteurs soit invisibilisée par un flux de production ininterrompu, dont il n'est pas question de discuter de la qualité, c'est simplement que c'est un volume tel que nous, on ne peut pas s'y retrouver. C'est ce que Oui, tu c'est disais, ça. tu es sommé de produire de plus en plus vite, et non pas de créer, mais Mhm. simplement de produire de la vitesse. Oui, et puis ça permet aussi de vraiment, enfin ça permet malheureusement d'avoir en fait des œuvres à la fin qui se ressemblent beaucoup, qui sont standardisées et on perd du coup la plus-value d'avoir un véritable artiste derrière l'écran en fait. Et c'est culturellement très dommage, très dommageable à mon sens. Moi, j'aurais tendance à dire, en allant jusqu'au bout, que si l'IA s'installe aussi vite aujourd'hui, c'est qu'on a déjà pris cette dérive de la production rapide. L'arrivée du numérique dans tous les domaines nous a permis d'accélérer énormément les vitesses de production. Et en fait, là, on a multiplié par 2, par 3, par 4, et puis là, on se prend un fois 30, un fois 1000. Mais en fait, c'est quelque part, c'est un dérapage qui est déjà là depuis au moins 2 décennies et qui est hyper dangereux. Parce que la surproduction qu'on vit dans le livre, mais qu'on vit dans tous les domaines, même dans la série télé, on n'a jamais eu autant de séries télé produites tous les ans, elle vient de ces outils numériques et des facilités techniques que ça offre. Et moi, ce qui m'inquiète dans l'IA, c'est qu'en effet, la conséquence, c'est du bruit sur la bande passante. Quand il y aura 1 milliard de bandes dessinées produites par minute, qu'est-ce qu'on veut espérer que quelqu'un en lise encore une, quoi. C'est le cas également que les musiciens, par exemple les compositrices, compositeurs rencontrent en musique. C'est quel est le temps d'écoute qui peut être disponible pour la nouveauté si l'on inonde les flux, le streaming, etc., de musique en effet très uniforme. C'est-à-dire que non seulement c'est inondé de manière uniforme, mais en plus le volume est permanent et les oreilles sont habituées à l'uniformisation. Et quand ensuite on veut faire entendre une œuvre un peu nouvelle, un peu audacieuse, qui sort des sentiers, non seulement il faut réussir à la placer dans un flux étouffant, et en plus, on n'a plus le grand public n'a plus d'oreilles, qui sont déjà noyées par un flux, comme tu le disais, très uniformisé, qui est la marque d'un travail industriel et pas d'un travail d'autorat et de création. Et c'est ça, le risque de l'IA, je crois, c'est celui-là. Alors, il y a un autre risque qui est la bulle algorithmique. On prompte à une IA. Donc, on lui dit, moi, je veux un webtoon comme ça, je veux une musique comme ci, je veux une série télé comme ça, une BD comme ça. C'est le cahier des charges instantané. Voilà. Bientôt, à Netflix, ça se trouve, enfin, le prochain Netflix, il y aura un autre nom, évidemment, on pourra commander sa série télé sur mesure. Ce qui, va avoir les mêmes effets que la bulle algorithmique sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça délite la société et le vivre ensemble. Et c'est pas rien, on en voit les conséquences aujourd'hui en termes de haine. Mais en plus, quelque part, ça veut dire que les gens vont être satisfaits par des produits à leur goût en permanence. Des produits frelatés comme on peut l'être par une mauvaise drogue. Voilà. Et puis allons voir plus loin, ça va commencer en plus dès le berceau, puisqu'il y aura des petites boîtes à raconter des histoires et à faire des jolis ziziks, avec des hommes qui observeront la petite tête du petit bébé. Sera-t-il heureux quand il entendra un ci ou ça, et qui commenceront dès le départ à lui servir la bouillie qui lui plaît, quoi. C'est effrayant. Alors, justement, après, on peut peut-être éventuellement finir sur une note positive, parce que c'est pas évident dans ça. On a fait des constats qui sont évidemment très négatifs. Derrière, on n'a peut-être pas suffisamment dit aussi que ça jouait sur le seuil psychologique des prix du travail de la création, parce que nécessairement, quand on est capable de générer autant d'images ou de musique dans les temps records contre des sommes qui sont dérisoires, et bien forcément, ça a un impact sur la manière dont on considère votre travail à vous. Au fond, la question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut réguler tout ça. Alors, est-ce que vous avez des pistes, vous, de réflexion, des revendications à faire pour que justement, demain, l'IA ne vienne pas davantage perturber vos métiers de la création? Alors, dans Dune, ils avaient une solution, hein. C'est le djihad bulltérien. Ça veut Très dire bien. détruire toutes les machines. Mais je pense que personne ici n'en est à vouloir arriver à ces extrêmes. On n'en a hélas pas les moyens, mais on a d'autres propositions avec nos collègues, par exemple compositrices et compositeurs du SMC. On défend l'idée d'avoir une bulle de création, c'est-à-dire dans un temps qui est celui de l'industrie, qui est extrêmement rapide, il faut qu'on apprenne à avoir des modèles économiques variés, que le modèle économique de l'industrie ne puisse pas être le seul à s'appliquer notamment à nos métiers de création. On sait qu'on a par exemple le droit d'auteur post-mortem jusqu'à 70 ans après le décès d'un auteur, d'un compositeur. Par exemple, cette année, c'est les 70 ans de la mort de Prokofiev qui rentrent dans le domaine public. Eh bien, on peut imaginer que ces 70 ans, c'est une bulle de création qui interdisent, par exemple, de traiter automatiquement les œuvres des compositeurs vivants et des compositeurs et compositrices, par exemple, des auteurs, d'ailleurs, ça s'applique à tous les auteurs, jusqu'à 70 ans après leur mort. On aurait comme ça une bulle, un temps réservé, non pas un temps industriel, mais un temps de l'autorat, un temps de la création, pour qu'on puisse respirer,
que le marché industriel fasse son temps à sa vitesse, mais que nous, par dignité et utilité pour la société, on puisse retrouver un temps de création qui soit digne, qui permette de produire de la nouveauté et de ne pas être assujetti à des flux qui nous écraseraient. Donc, ça voudrait dire concrètement de mettre en place un peu comme une forme de chronologie où l'œuvre pourrait être aspirée par des modèles d'entraînement après que l'auteur aurait eu le temps au moins d'avoir un contact avec le public. On pourrait imaginer une aspiration au bout de 5 ans. C'est vrai que c'est pas idiot finalement quand on y pense. Et de manière légale, ça surtout, c'est pas que c'est pas idiot, c'est que ça correspond aujourd'hui, tu le sais mieux que moi, à la légalité, c'est-à-dire on constitue des bases de données légales qui ne le sont pas aujourd'hui, puisque ChatGPT, tous les moteurs génératifs fonctionnent sur des bases de données illégales qui violent ab ovo, dès la source, le droit d'auteur. Et finalement, tout ce qu'on demande, nous, c'est le respect du droit moral, que le droit moral ne soit pas évincé par les prétentions industrielles ou des faux appels à l'innovation, que le droit de la personne ne soit pas écrasé par le droit des machines. C'est finalement le moins qu'on demande, et en effet, ça aboutirait à cette bulle de création de 70 ans, comme elle a été négociée tout au long de l'histoire du droit d'auteur, depuis la Révolution française, où je crois qu'au départ, c'était peut-être 5 ans, 10 ans avec la Comédie Française, hein, si je ne me trompe pas, et petit à petit, on l'a fait évoluer jusqu'à 70 ans post-mortem. Comme ça, on pourrait avoir de la belle musique classique. Mais non, justement, les machines feront leur musique classique, et nous, on pourrait faire des... Voilà, exactement. Pas d'innover. Exactement, pour de vrai, oui. Voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'on nous parle toujours d'innovation avec l'IA, alors que dans les IA actuelles, c'est du mixage et de la recopie. Il n'y a aucune innovation. Normalement, c'est nous, c'est l'invention. Mixage, recyclage. Oui. En tout cas, il y a quand même une réflexion à mener, je pense aussi sur la responsabilité de l'ensemble des acteurs, parce que on a tendance à peut-être un peu trop pointer les développeurs, mais en fait, tout ça est un peu flou. Peut-être on pourrait commencer par mettre un cadre autour de celles et ceux qui sont à l'origine des bases de données. Parce qu'on a vu, il y a des exceptions qui ont été mises en place dans le cadre d'une directive de l'Union européenne qui donne finalement la possibilité de fouiller les données. Alors, fouiller les données, d'accord, mais est-ce qu'on s'attendait à ce que ça génère ça? Peut-être pas. Donc, il y a peut-être déjà ce cadre légal à réinterroger. Après, il y a la responsabilité des éditeurs de services d'IA, parce qu'après tout, cela, je veux dire, vous propose des modèles qui sont directement en concurrence avec votre travail. Et puis ensuite, il y a la responsabilité des utilisateurs. Les utilisateurs, c'est large. Hein. Mais quand on voit à quelle vitesse les sites, puis une partie de la presse aujourd'hui adopte l'IA comme moyen de répondre à leurs besoins d'urgence, justement de rapidité, moi j'ai assez peu confiance dans les diffuseurs et les producteurs pour nous protéger de ça. Là, je pense qu'il y a un choix politique. On est à 10 mètres du ministère de la Culture, on a défilé devant les fenêtres là. Je pense que là, il y a une urgence politique. La France qui se targue d'être dans l'exception culturelle, d'être le phare du monde de la culture et toute autre chose un peu bizarre, mais bon, là-dessus, elle a une urgence à être le premier pays du monde à dire stop. Nous protégeons nos créateurs et vous verrez, dans 30 ans, vous regretterez de ne pas avoir protégé les vôtres, puisque la France sera un des derniers endroits où il y aura de la création réelle et tout le monde regardera vers nous et les IA étrangères regarderont vers nous. Je crois que tu as raison, mais c'est pas fautif. C'est un impensé, c'est pas une politique négative, c'est qu'il n'y a pas de politique à ce sujet. Il y a un impensé, il y a un manque d'anticipation de ce que peut être, comme on dit, le soft power culturel, parce que là, il y aura un bel investissement culturel à faire pour les années à venir. Et ce qui est triste, en effet, c'est qu'on foule au pied le droit d'auteur, des choses fondamentales, mais que tu connais, par exemple le triple test, c'est-à-dire que la copie, l'utilisation d'une œuvre d'art ne peut pas porter préjudice à celui qui en est normalement l'auteur. Et aujourd'hui, on s'assoit par cécité politique sur ces principes-là qui pourtant permettent l'avenir culturel d'un pays, comme tu dis. Et ça, c'est dommage, c'est un impensé politique. Je ne crois pas que ce soit fait volontairement, c'est fait par abandon et par mauvaise habitude. Ce qui est fou, c'est qu'on a perdu quand même beaucoup de batailles économiques dans l'industrie, dans plein de domaines. Dans la culture, ça va encore à peu près, la France, surtout vu sa petite taille dans le monde. Il y a une urgence à nous sanctuariser. Enfin, on a quelque chose à jouer en plus. Mais oui, on est bien. Et j'allais dire en plus que la culture d'aujourd'hui, l'avant-garde d'aujourd'hui, même allons jusqu'au bout, la culture la plus pointue, elle est la culture populaire de dans 20 ans et elle est les touristes de dans 50. C'est-à-dire que c'est toute l'économie française qui est quand même très tournée vers cette importance culturelle, artistique, touristique, même parfois pour le pire, hein, mais qui en dépend. Donc je pense que vraiment, s'ils ne comprennent pas ça, ils sont en train de nous sacrifier l'avenir économique du pays, au-delà d'avoir des raisons un peu plus riches, je pense, de nous défendre.
Moi, je crois qu'il y a aussi un besoin peut-être d'informer les utilisateurs de ces services parce que j'entends ici et là des oui, mais j'y ai passé beaucoup de temps et puis c'est beau, donc forcément c'est protégé au titre du droit d'auteur. Je pense notamment à des bandes dessinées entièrement générées par IA qui ont été publiées chez certains éditeurs et de rappeler que le droit d'auteur, il est attribué non pas en fonction du temps qu'on y a passé ou du beau, l'esthétique n'est pas prise en considération, ou des idées, les idées étant de libre parcours. Mais je crois qu'il y a vraiment aussi tout ce travail là d'information, de formation à faire, parce que beaucoup là se lancent là-dedans à corps perdu sans savoir réellement qu'ils prennent des risques économiques et juridiques à utiliser les produits synthétiques générés par l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Comme je l'avais dit au début de l'intervention, ça doit vraiment rester un outil, à mon sens. Ça doit pas, ça doit, il faut le régler. Il faut régler en fait la proportion de l'utilisation. Il faut pouvoir aussi que les éditeurs sachent, parce que comme c'est un outil, les auteurs peuvent l'utiliser. Quand on regarde les sondages, il y a une certaine proportion, par exemple pour les backgrounds, qui utilisent une base d'IA pour leur décor et qui en fait vont le retravailler. Mais c'est toujours dans le contexte du webtoon, c'est parce qu'on nous demande une vitesse d'exécution rapide qu'on est contraint à faire cet exercice-là. Mais du coup, il faudrait aussi que les éditeurs derrière soient informés de cette utilisation-là et qu'il y ait une transparence à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai réussi à... Que les utilisateurs soient informés aussi de la nature frauduleuse des bases de données qui permettent de générer ces résultats. Je pense Qu'ils sachent qu'ils concourent à quelque chose d'illégal et à une atteinte aux droits des auteurs. Ceci dit, quand on voit le comportement de la plupart des gens avec les œuvres sur Internet aujourd'hui, cette bataille, elle est un peu perdue. C'est une éducation à faire quand même. Oui, on va continuer, hein, mais En fait, je ne veux pas avoir d'illusion là-dessus, quoi. Oui, il faut remettre de l'éthique au centre de nos préoccupations. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de responsables. Mais c'est vrai, parce que finalement, quand on y pense, le droit d'auteur, il a été donné aussi comme un monopole d'exploitation vis-à-vis. C'est une exception au libéralisme et au marché. Au fond, si dans cet océan de contenu, tu parlais tout à l'heure justement le fait qu'on était complètement englouti là dans ces et qu'on a exactement. Et donc finalement, si demain dans cet océan de contenu, on n'arrive plus à distinguer ce qui est fait par les humains et ce qui est fait par l'IA, quelle sera la valeur de la propriété intellectuelle et à l'usage trop prononcé de ces IA, est-ce que finalement on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle on est assis? C'est quand même une réflexion que nos diffuseurs, nos exploitants doivent mener aussi de manière extrêmement précise parce que ils font perdre finalement la valeur à leur propre propriété intellectuelle. Puis je dirais que même nous, en tant que simples citoyens, spectateurs, auditeurs, lecteurs, etc., on doit s'interroger sur qu'est-ce que je vais lire, voir, entendre dans 20 ans. Si les machines se mettent en boucle et me servent la soupe d'aujourd'hui recyclée sans fin, on va se faire chier. Ça commence déjà à arriver. Mais on voit déjà, par exemple, prenons l'exemple de Marvel. Au début, c'est rigolo, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça. Sympa, on n'en peut plus. Au bout de 20 ans, on a un peu compris, quoi. Et si aujourd'hui leur fréquentation baisse, c'est parce qu'en fait, ils sont juste en train de faire de l'IA, c'est-à-dire de recycler leur propre contenu. C'est permanent. Il faut se renouveler, il faut innover, il faut aussi avoir une part de prise de risque pour pouvoir avancer là-dessus. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut aussi commencer à considérer que le travail de création, ça se paye, que ça a une valeur et on a encore beaucoup de travail. Du pognon. Voilà. Est-ce qu'on finit là-dessus? C'est pas mal, hein. C'est minimaliste, mais c'est efficace. Mon côté pragmatique. C'est ton côté pragmatique. Est-ce qu'on peut, peut-être sur une note positive quand même, se dire que finalement, cette intelligence artificielle, alors ça c'est pour le coup une expertise qu'on pourra peut-être développer, mais ça vous réunit toutes et tous autour d'une problématique commune et il y avait les divergences, mais là les artistes-auteurs, ils sont clairement réunis autour d'une vraie problématique commune et une belle convergence qui est en train de naître. C'est la dignité de nos métiers qui est en jeu. Et vous êtes tous d'accord là-dessus? Tout à fait.